Juillet 1944. Les services de renseignement britanniques mettent sur pied un plan pour assassiner Hitler. Un sniper anglais parachuté en Allemagne doit infiltrer le repère bavarois du Führer avec ordre de l'abattre pendant sa promenade, au moment où sa sécurité est minimale. Mais Winston Churchill hésite à donner son feu vert à l'opération. Abattre un fou sanguinaire ou laisser vivre un piètre chef de guerre, tel est le dilemme. L'opération est finalement abandonnée. En juillet 1944, les services secrets britanniques considèrent qu'à la tête des armées allemandes, Hitler est devenu leur meilleur allié pour précipiter la chute du Reich. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a multiplié les erreurs et a perdu de nombreuses batailles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. En 1940, alors que l'Angleterre est à sa portée, Hitler va laisser l'armée anglaise se reconstituer. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. Une erreur qu'il paiera très cher lors du débarquement allié. En 1942, multipliant les mauvaises décisions face à l'armée rouge, Hitler va précipiter ses divisions dans l'enfer de l'hiver russe. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler perd près d'1 million de soldats. C'est le véritable tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a perdu la guerre à l'Est. En 1944, il lance une offensive inutile dans les Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Seul responsable de cette hécatombe, Hitler épuise ses dernières forces et ouvre les portes de l'Allemagne aux armées alliées. Le 10 mai 1940, Hitler lance l'opération Vollgelb, plan jaune. Lorsqu'Hitler met fin à la drôle de guerre, en donnant l'ordre d'envahir simultanément les Pays-Bas, la Belgique et la France, le coup de tonnerre que cette offensive éclair produit va bouleverser l'équilibre du monde. Le 10 mai 1940, les deux camps attaquent. Tout d'abord, les Allemands, dès 4h45, attaquent les Pays-Bas et la Belgique. Dès 7h du matin, les Franco-Britanniques entrent en Belgique avec l'intention irréaliste de donner la main aux Hollandais. Ce faisant, ils tombent dans un piège parce que le maître-coup des Allemands était de frapper au centre, au niveau de Sedan, à la jointure de la ligne Maginot et justement de ces forces engagées en Belgique, où ils engagent 3 Panzerdivisionen avec une massue aérienne de 1500 appareils. Et ils frappent la 9e armée française, composée de réservistes démotivés. Une attaque en Belgique et en Hollande, destinée à attirer les meilleures unités alliées, suivie d'une poussée principale au centre à partir des Ardennes pour enfoncer l'ennemi. Telle est l'attaque en coup de faucille que les stratèges de la Wehrmacht soumettent à Hitler. Du 13 mai en gros jusqu'au 28 mai, la déferlante allemande donc, se passe des Ardennes jusqu'à Abbeville, donc tout le nord de la France est coupé à ce moment-là. En 5 jours, ils parcourent entre 80 et 95 km, ce qui est miraculeux aux visions de ce qui s'était passé en 1918. Et bien sûr, ils enferment dans une immense poche les forces franco-britanniques qui se trouvent piégées à Dunkerque. Le piège se referme sur 500 000 soldats franco-britanniques donc, qui sont enfermés dans cette poche.
Acculés le long des plages de la mer du Nord, face à des unités allemandes qui foncent sur eux, les divisions alliées n'attendent que l'estocade finale de la Wehrmacht. C'est à ce moment-là que l'impensable se produit. Désavouant une partie de ses généraux, Hitler ordonne à ses armées de stopper toute progression. C'est clairement une erreur. Les soldats anglais sont enfermés dans cette poche de Dunkerque. Ils n'ont pas grand-chose à espérer, mis à part une évacuation, mais qui sera très risquée. Et les Allemands ont un avantage. Ils peuvent encercler tout le monde et capturer la quasi-totalité de l'armée anglaise et laisser les Anglais de façon totalement démunis pour défendre leur propre territoire. Il y a une très violente altercation avec le numéro 1 de l'armée de terre, le colonel général von Brauchitsch, qui lui veut attaquer sans tarder Dunkerque. La querelle est très violente, mais c'est le Führer qui l'emporte. Il montre à ses officiers généraux que c'est lui le chef. Un chef a besoin de marquer son territoire. C'est lui le chef. Donc il dit stop. Maintenant, ça suffit. Hitler a eu peur. A eu peur que ce soit un piège. Ses troupes vont beaucoup plus vite et beaucoup trop vite pour lui. Et il a peur à chaque fois que les lignes s'étirant, que les sources d'approvisionnement restant en arrière, ses troupes soient démunies. Donc le Haltbefehl de Dunkerque, c'est probablement une crise de panique d'Hitler qui demande qu'on s'arrête, qu'on reconstitue les forces avant de continuer et de progresser. Ce qui va laisser le temps justement aux Anglais de mettre en place cette incroyable opération, cette évacuation, l'opération Dynamo, qui va être en fait une prouesse incroyable que personne n'imagine possible. Profitant de l'erreur stratégique d'Hitler, l'état-major anglais lance l'opération Dynamo. C'est un véritable coup de poker, destiné à rapatrier les 350 000 soldats de son corps expéditionnaire, retenus prisonniers dans la nasse de Dunkerque. L'opération Dynamo, elle va se dérouler dans des conditions extrêmement tendues. Effectivement, le temps est complètement dégradé. La fenêtre est très courte, parce que les services de renseignement ont bien compris que la pause allemande n'allait pas durer plusieurs jours. Pour assurer le sauvetage, il faut que ces soldats partent par la plage. Il n'y a pas de port, on n'est pas sur des... On ne peut pas faire venir des gros bateaux au ras de la plage. Donc il va falloir faire venir énormément de petites embarcations qui vont s'approcher au plus près sur la plage. C'est une opération qui mobilise finalement tout ce qui flotte. C'est-à-dire on a des bateaux militaires, on a des yachts privés, on a des embarcations, des bateaux de pêche. La Royal Navy, mais aussi la marine marchande britannique, mais aussi les yachtmen de la côte, tout le monde en Grande-Bretagne met la main à la pâte pour envoyer des navires. Des navires britanniques qui, lorsqu'ils s'éloignent des côtes de France, doivent affronter la puissance de feu et le harcèlement des Stuka, les redoutables chasseurs-bombardiers de la Luftwaffe. Pendant toute cette opération, la Luftwaffe, l'arme aérienne d'Hitler, matraque sans compter et cause des pertes importantes. Dans cette traque impitoyable, plusieurs dizaines de bâtiments de la Royal Navy sont coulés. Une bataille violente a lieu dans les airs entre cette Luftwaffe allemande et la Royal Air Force, qui a été tout de même bien étrillée par la bataille de France, mais dont les chasseurs restent et resteront très efficaces. Lors de cette évacuation de la dernière chance, toutes les forces aériennes disponibles sur le sol anglais sont mobilisées. L'heure est grave. C'est la survie de l'armée britannique qui est en jeu. Il faut sauver les troupes, parce que l'essentiel, effectivement, c'est que les Britanniques en sont bien conscients. L'essentiel, c'est de sauvegarder le potentiel militaire britannique. Demi-victoire ou semi-échec? Certes, les forces anglaises sont reconstituées, mais au prix de dizaines de milliers de soldats français qui se sont sacrifiés pour protéger leur fuite. Ils sont promis à la captivité de l'autre côté du Rhin. Il y a pire encore. Cette armée anglaise est nue. Dans sa précipitation, elle a dû abandonner la totalité de son armement sur les plages françaises.
Cette perte, dans l'hypothèse d'une poursuite de la guerre, est une catastrophe pour les Britanniques, alors qu'au même moment de l'autre côté du Channel, son allié français a capitulé. Sur les Champs-Élysées, les troupes allemandes défilent triomphalement. À Rotonde, lors de la signature de l'armistice, Hitler laisse exploser sa joie, et pour cause. L'Europe continentale est entièrement à sa botte. Et de l'autre côté de la Manche, l'ennemi anglais est prêt à tomber comme un fruit mûr. Et là, contre toute attente, le Führer ne va pas passer à l'action. Il va chercher à pactiser. Il a effectivement une hésitation. Il a caressé l'idée d'une paix avec la Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'Hitler considère les Britanniques comme une population aryenne. Il y a un élément racial là-dedans. Il considère les anglo-saxons comme faisant partie un peu de la race supérieure. Dans son esprit, il veut signer un pacte avec les Anglais pour justement ne pas avoir à faire face à deux fronts. Et donc celui-là serait arrêté à l'ouest et il peut se consacrer à l'est. Ça aurait pu marcher, sauf que depuis le 10 mai, le Premier ministre ne s'appelle plus Chamberlain, mais Winston Churchill. Le choix de Churchill par le roi George VI, c'est le choix de la guerre, en fait. On avait un grand prétendant donc, au poste de Premier ministre, c'était Lord Halifax. Et Lord Halifax, c'était plutôt un pacifiste qui aurait pu effectivement engager une politique de compromis avec l'Allemagne. Or, le roi George VI fait appel à Churchill, qui est un vieil homme, il a 65 ans, plus de 65 ans. Il a déjà une carrière politique derrière lui assez lourde. Churchill, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Il a combattu durant la guerre des Bourses en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est un homme de poigne. Lorsque Churchill arrive, dans son premier discours aux communes, il dit « Je n'ai rien à vous promettre, que des larmes et des grincements de dents. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. » Nous nous battrons sur les côtes. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. Et il termine son discours par « We shall never surrender. » We never surrender. Nous ne nous rendrons jamais. Churchill, en même temps, il a une volonté de faire, il ne lâchera jamais de toute la guerre, et en même temps, c'est l'un des hommes les plus rusés. Il va monter un cabinet noir qui va faire croire à Hitler, en fait, le meilleur mensonge, c'est celui qu'on a envie de croire. Et Hitler et son entourage ont envie de croire une possible paix avec les Anglais. Et donc, Churchill va monter un cabinet noir qui est censé être un cabinet d'opposants factices et qui va ensuite discuter et gagner du temps avec les Allemands. Il faut gagner du temps. Et donc, il donne des gages en disant une partie des Anglais discutent alors qu'en fait, c'est totalement bidon. Lorsqu'Hitler comprend qu'une négociation avec les Britanniques n'aboutira pas, l'objectif principal devient de débarquer en Angleterre. Voilà. Et donc de préparer le débarquement, d'où la bataille d'Angleterre. Parmi les multiples plans d'invasion avancés par l'état-major, celui de Göring a la préférence d'Hitler. Göring, pour des raisons de prestige personnel et de positionnement interne au sein de la hiérarchie nazie, veut pousser l'arme aérienne et promet à Hitler que la Luftwaffe va lui donner la Grande-Bretagne et l'Empire britannique. Göring dit « Mein Führer, kein Problem, la Royal Air Force, j'en fais mon affaire. Ils ont perdu 1000 avions, j'en fais mon affaire. 3 semaines. » Hitler, qui n'y connaît rien dans l'aviation, dit « Bon, vas-y, puisque de toute façon, les autres en face, ils n'ont pas l'air de vouloir discuter. » C'est une erreur stratégique immense, parce qu'en commençant la bataille d'Angleterre, il conforte la position de Churchill et il dresse toute la Grande-Bretagne et tout l'Empire britannique contre le Reich. Juillet 1940, Hitler et son état-major engagent l'opération Seelohe. Le plan Lion de mer est destiné à débarquer sur les îles britanniques. Pour remporter la suprématie dans les airs indispensable à l'invasion, l'ensemble de l'aviation allemande est mobilisé. 1 millier d'avions de chasse appuient autant de bombardiers. La première stratégie de Göring est de créer un embargo artificiel de l'Angleterre pour isoler les îles du continent. Les ports et les convois de la Navy en sont les cibles privilégiées.
Il y a plusieurs phases dans la bataille d'Angleterre. Une première phase, c'est une lutte contre le commerce britannique dans le Channel, dans la Manche. Les Allemands décident de bombarder surtout les ports maritimes et les navires, y compris marchands, ceci pour essayer de bloquer l'approvisionnement de la Grande-Bretagne. Et il coule des bateaux charbonniers, il coule des vedettes rapides. Bon, ça marche pas si mal que ça. La deuxième phase, c'est une phase contre les bases du Fighter Command. Le Fighter Command, c'est donc l'organisation de défense aérienne qui est responsable de la défense du ciel britannique. Ça, c'est la période cruciale. Ils vont chercher à détruire les aérodromes militaires qui se trouvent autour de Londres pour essayer de faire un couloir aérien qui permettrait aux bombardiers allemands d'atteindre toute cette zone. La première idée, c'est de mettre à mal ou de mettre à bas la chasse britannique, en se disant que si, d'une part, les Britanniques sont militairement affaiblis et si, d'autre part, leur aviation est réduite à néant ou presque, alors le débarquement sera moins difficile. Lorsque la bataille d'Angleterre s'engage, la chasse anglaise aligne seulement 850 appareils. Une nette infériorité numérique par rapport aux forces de la Luftwaffe. Cependant, la qualité des pilotes anglais, alliée à la grande maniabilité du Spitfire, en fait un adversaire redoutable. En un mois, 500 appareils allemands sont détruits. De plus, dans cette bataille, l'Angleterre possède une arme anti-aérienne particulièrement efficace. Il y a le fameux radar qui est ultra secret et qui va permettre aux Anglais de prévoir les vagues d'avions qui arrivent de jour comme de nuit. La Home Guard est créée à ce moment-là, c'est une milice patriotique qui est créée par Churchill pour justement l'effort de guerre. Tout le monde va s'y mettre. Les hommes et les femmes vont monter sur les toits, vont avoir des jumelles, vont être équipés, vont être justement pour prévenir des attaques allemandes. Ils ont des observateurs. Ils ont tout un système de communication qui leur permet d'utiliser leurs escadrilles au mieux. Dès que les escadrilles allemandes décollent, on sait quand elles décollent, on sait de quoi elles sont composées, on sait qui elles sont. Et d'autre part, tout est centralisé par la RAF qui va donner, comme dans un immense jeu de guerre, un immense wargame, l'ordre de décoller à telle ou telle escadrille, ce qui fait que chaque fois, les Allemands sont attendus et surpris. Et donc, leur stratégie est continuellement déjouée par les Britanniques. L'effort de guerre repose entièrement sur les pilotes de la Royal Air Force. Dans cette première phase de la bataille d'Angleterre, ils abattent quotidiennement une quarantaine d'avions allemands. Mais leurs pertes sont préoccupantes. Plus de 300 chasseurs sont abattus et 230 pilotes disparaissent. À la veille du 7 septembre 1940, la chasse anglaise est arrivée à son point de rupture. Peu à peu, du fait des coups de boutoir de la Luftwaffe sur ces infrastructures de la Royal Air Force, le Fighter Command commence à plier. Il y a un certain nombre de bases dans le sud-est de l'Angleterre qui sont évacuées parce qu'elles sont considérées indéfendables et parce qu'elles ont subi des destructions trop importantes. Fin août, début septembre 1940, on peut dire que la défense aérienne britannique est à la limite de ses possibilités. C'est-à-dire les pertes en avion et en pilote sont plus importantes que le renouvellement des pilotes et des avions. Et donc ça se joue à très peu. Si Hitler avait poursuivi dans cette stratégie, peut-être que 2 ou 3 semaines plus tard, il l'aurait emporté, sauf qu'il change d'avis et qu'il décide de matraquer donc les grandes agglomérations britanniques. Comment expliquer ce revirement stratégique d'Hitler au moment même où la victoire semblait imminente? Le 24 août se déroule un événement important qui va changer la donne. Le
le 24 août, des bombardiers allemands, par erreur, bombardent la banlieue de Londres. La réaction de Churchill est immédiate. Il fait bombarder Berlin. Symbolique. Quelques kilos de bombes, même pas centaines de kilos de bombes. Mais Göring avait dit un truc, je veux bien qu'on m'appelle Toto, l'équivalent du Toto allemand, quoi. Hein. Je veux bien qu'on m'appelle Toto s'il y a une bombe ennemie qui tombe sur Berlin. Or, il y a une bombe qui tombe sur Berlin. Imaginez l'Allemagne victorieuse sur tous les fronts et le 24 août, Berlin bombardé. Hitler sort de ses gonds, devient fou de rage, dit « Ah, elle bombarde nos villes, très bien. On change d'objectif, on ne bombarde plus les aérodromes et on va mettre la pression sur les villes anglaises. » De jour comme de nuit, des vagues successives de bombardiers allemands reçoivent l'ordre de pilonner les objectifs civils. Londres et les grandes agglomérations du Sud sont devenues leurs cibles prioritaires. Hitler réagit de manière un peu émotive suite au bombardement de Berlin en focalisant sur les villes britanniques au lieu de focaliser sur les objectifs stratégiques militaires. Ce jour-là où Hitler pique une colère en disant « je vais bombarder les villes », c'est écrit dans les mémoires de Sir Hugh Dowding, le patron du Fighter Command. Il dit « je suis tombé à genoux et j'ai remercié le ciel » de ce changement, parce que pendant ce temps-là, certes, on allait avoir des morts et des blessés dans Londres, mais mon outil industriel était complet. En se détournant de ses objectifs initiaux, Hitler offre un répit inespéré à l'industrie de guerre anglaise. Les usines se remettent à fonctionner à plein régime. Armes, munitions et avions sortent à des cadences élevées. Le réarmement est en marche. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. Lorsque vous visez une population, vous la soudez entre elles, vous la soudez derrière son gouvernement. C'est une erreur psychologique et stratégique majeure. Dans Londres, soumise au bombardement en permanence, tout le monde se mobilise et affronte le désastre. Les uns fouillent les décombres à la recherche d'éventuels survivants. D'autres combattent les incendies avec des moyens souvent limités. Et à la moindre alerte, chacun abandonne son poste pour se précipiter aux abris. Lorsque les attaques s'intensifient, les stations de métro deviennent le refuge des Londoniens. Flegmatiques, ils s'y installent en famille. Pendant cette période, 50 000 personnes périront cependant sous les bombes allemandes. L'espoir renaîtra véritablement quand les bombardements vont s'effectuer uniquement la nuit. C'est la preuve que la Luftwaffe est en train de perdre la suprématie dans les airs. La Royal Air Force, appuyée par sa défense antiaérienne, a retrouvé toute son efficacité. Göring a développé une aviation d'opération, c'est-à-dire une aviation capable de soutenir les forces terrestres, et pas une aviation à volant stratégique, c'est-à-dire capable de raser des villes, des usines, des infrastructures. Donc l'aviation allemande, la Luftwaffe, a les ailes trop courtes. Il décolle depuis les terrains les plus proches de la côte anglaise, mais ils ont 10 minutes au-dessus du territoire britannique. Les chasseurs qui les escortent, les Messerschmitt 109, ils ont à peine 10 minutes de combat. Et quand on fait du combat, on a la manette en avant, quoi. On est plein gaz, donc on consomme énormément. Très souvent, si l'escorte de chasse doit affronter une interception des chasseurs du Fighter Command, ils n'ont plus suffisamment d'autonomie pour protéger les bombardiers dans le ciel de Londres. Et ces chasseurs du Fighter Command attendent justement que les bombardiers soient dans le ciel de Londres sans escorte de chasse pour étrier ces raids de bombardement allemands.
Et c'est là où ils perdent énormément de monde et énormément d'avions. Dans les airs, les échecs se multiplient pour la Luftwaffe. Göring a surestimé les capacités de son aviation. Les avions anglais vont faire un carton sur les bombardiers allemands et plus de 1850 bombardiers et avions de chasse allemands vont être détruits pendant cette bataille d'Angleterre. Il faut bien voir une chose, l'avantage va être encore aux Anglais. Quand un avion anglais est touché, si le pilote n'est pas tué, il saute en parachute, il descend, il tombe sur le sol anglais. Il saute dans une voiture, une moto. 1 heure après, il est dans une base, on lui confie les commandes d'un nouvel avion et il repart au combat immédiatement. Un pilote allemand qui doit sortir de son avion en flammes et qui réussit à s'extraire de son avion est ensuite un prisonnier et perdu pour l'Allemagne pour le reste de la guerre. Et là, les Allemands vont perdre énormément de navigateurs, d'équipages, qui vont leur faire cruellement défaut pour la poursuite de la guerre. Pendant la bataille d'Angleterre, Hitler va commettre une autre erreur en faisant trop confiance à l'avancée de son aviation dans le domaine du guidage nocturne par ondes radio. Dans cette guerre des ondes, le Fighter Command, qui coordonne les actions de défense antiaérienne britanniques, a une nouvelle fois une longueur d'avance. Les savants britanniques ont été décisifs dans cette guerre. Les bombardements de nuit allemands étaient réglés par radionavigation. Les Allemands avaient des systèmes de guidage automatique de bombardiers avec des systèmes radio, des faisceaux radioélectriques. En gros, le bombardier se cale sur ce faisceau. Quand il couple le premier, il a un bip, et là, il sait qu'il est à 1 minute du tir, et le deuxième, il appuie sur le bouton. Ça marchait assez bien. Les Anglais s'en sont rendus compte, ils ont brouillé le système. Conclusion, ça faisait bip avant, bip après, et les bombes n'arrivaient pas dessus. Les bombardiers allemands bombardaient souvent dans la nature. Et il ne faut pas oublier que les Britanniques aussi ont renforcé la défense de leur ville par une DCA conséquente, des ballons munis de filins de fer qui étaient susceptibles de couper les ailes d'un appareil passant au travers. Et donc, c'était un échec. Et je dirais que du côté allemand, on a laissé cette campagne mourir d'elle-même pour ne pas dire que c'était un échec. À Londres, la population manifeste son soulagement. À Berlin, même s'il refuse de l'admettre, Hitler vient de perdre sa première bataille. Il est difficile de savoir à partir de quand il a compris qu'il n'arriverait pas à mettre à genoux les Britanniques. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de la fin de l'année 1940 et du tout début de l'année 1941, son regard se tourne vers l'Est et que la priorité devient l'Union soviétique. Le principal but de guerre d'Hitler, c'est une guerre raciale et idéologique contre les Juifs et contre le bolchevisme. Son principal objectif, c'est la conquête de l'Est. Il avertit ses proches qu'il prévoit une attaque de l'Union soviétique au printemps 1941, à la stupéfaction de ses interlocuteurs qui essayent de le calmer. Mais il va continuer sur cette idée. Il sait que l'armée rouge est en très mauvais état, le matériel n'est pas à la hauteur, la logistique ne suivra pas, et donc il y a là une fenêtre d'opportunité. Et puis bien sûr, c'est l'idéologie, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec ses inférieurs, et il faut étendre l'empire nazi vers l'Est, il faut conquérir. Pour attaquer la Russie, il est nécessaire d'éviter l'hiver. Et pour éviter l'hiver, il vaut mieux s'y prendre très tôt, c'est-à-dire au printemps. C'était de fait ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était attaquer l'URSS, disons, en mars-avril 1941. Mais il se fait que Mussolini a pris l'initiative, sans en référer à Hitler, d'attaquer la Grèce. Et Hitler est furieux, évidemment. Mais il est obligé de venir aider son allié pour les questions d'image, parce que l'armée italienne ne réussit pas à percer en Grèce. L'armée grecque se défend très très bien. À la frontière entre la Grèce et l'Albanie, 16 divisions grecques mal équipées bloquent 27 divisions italiennes.
la supposée puissance de l'Italie est gravement mise à mal. Hitler détache des forces pour aider les Italiens en Grèce, et puis il attaque en même temps la Yougoslavie, qui se range du côté britannique à ce moment-là. Et il ne peut pas le supporter. Le 6 avril 1941, sans aucune déclaration de guerre préalable, la Luftwaffe bombarde Belgrade. La Yougoslavie capitulera 10 jours plus tard. La Grèce, le grand coupable, c'est Mussolini. Puisque Mussolini avait besoin d'aller s'en prendre à la Grèce. Quant à la Yougoslavie, c'est qu'une histoire d'amour-propre. C'est là encore, si vous voulez, une marque d'orgueil et de colère d'Hitler qui a dit il faut les punir. Malgré le retard pris, Hitler une nouvelle fois improvise et décide de mettre l'Empire soviétique hors jeu immédiatement. Pour lui, l'espoir des Britanniques repose sur l'URSS. Il faut le briser en remportant une nouvelle guerre éclair à l'Est. Donc il a perdu 2 mois, mais l'objectif est toujours le même, c'est de conquérir l'URSS en 5 mois. Fin 41, l'affaire est close et on se retourne à nouveau vers l'Angleterre là, pour régler la question britannique. Voilà l'idée du plan d'Hitler tel qu'il a été présenté à ses généraux. Alors bien sûr, lorsque ces généraux découvrent les plans d'attaque de l'URSS en juin 41, c'est la consternation là aussi, parce que l'ampleur du travail est immense. Ce sont des territoires sur des milliers de kilomètres. Il avait compté sur 2 choses. D'une part, les distances, et puis d'autre part, le peuplement. Car si l'armée rouge, en 41, n'est pas prête, elle a du monde. Elle va pouvoir mobiliser. Hein. Et ça, avec le temps, ça finira par jouer. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est finalement engagée avec 3 mois de retard. Hitler donne l'ordre à près de 4 millions de soldats de l'Axe d'envahir la Russie. Lors de l'offensive allemande sur les Russes, Hitler a mis un coup au moral terrible à Staline, qui s'est enfermé 3 jours dans son bureau et qui n'est pas sorti pendant 3 jours. Ses généraux n'avaient plus de nouvelles. Il est complètement abasourdi, Staline. Il n'est pas surpris, mais il est abasourdi que Hitler soit assez fou pour engager un second front à l'Est sur un territoire aussi grand. Staline n'y croit pas. Barbarossa mobilise 4000 chars et autant d'avions allemands. C'est la plus grosse opération militaire de tous les temps. Engagées sur 3 axes, les divisions avancent au sud vers Kiev, au centre en direction de Moscou et au nord vers Leningrad. Au début de l'invasion, la progression des divisions allemandes est fulgurante. La première raison, c'est tout simplement la qualité des forces allemandes. C'est-à-dire que, pour la dernière fois, le Blitzkrieg fonctionne. La stratégie du Blitzkrieg fonctionne. Donc les Allemands sont très très bons et ils jouent à fond de leurs forces. Face à cette guerre éclair, l'armée rouge en infériorité numérique est en pleine déconfiture. D'autant qu'elle se défend sans véritable stratégie. Staline a fait une purge en 37-38, ayant éliminé des milliers d'officiers de l'armée soviétique. Donc l'armée rouge, au niveau du commandement, n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, inefficace. Staline a donné des instructions très fermes, au début au moins, de ne pas reculer. Au lieu de ça, on se bat désespérément, on se fait encercler et d'immenses nombres de soldats soviétiques sont capturés. Et ce sont des armées entières, des 200, 300 000 hommes qui capitulent, qui sont capturés lors de grandes manœuvres d'encerclement. Et au total, c'est plus de 2,5 millions d'hommes qui sont capturés lors des 6 premiers mois de l'opération Barbarossa. C'est une masse énorme de soldats que l'armée rouge va perdre. Staline a refusé les signatures des conventions internationales concernant les prisonniers de guerre. Il dit, moi, un soldat de l'armée rouge, il doit combattre jusqu'à la mort. S'il est fait prisonnier, c'est déjà un traître. Donc son sort ne m'intéresse plus.
Et donc ces pauvres soldats russes qui sont faits prisonniers vont partir dans des camps de prisonniers allemands où ils auront un traitement très dur. Ils seront traités comme main-d'œuvre esclave. Plus de 30% d'entre eux vont périr dans ces camps, qui sont des vrais... On est à l'approche des camps de concentration et des camps d'extermination. On s'en approche au niveau des conditions. Les soldats allemands qui tombent aux mains des Russes, pareil, les Russes ne leur font pas de cadeaux non plus. Dans les cinémas allemands, où la propagande bat son plein, la population civile est impressionnée par la progression rapide de ces armées. En octobre 1941, Kiev est conquise. Leningrad est encerclée et Moscou n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres. L'environnement rattrape les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands qui jusque-là combattaient en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud, sur des distances courtes, se trouvent confrontés aux immensités soviétiques. Les lignes de communication et de ravitaillement s'étirent sur des centaines de kilomètres, et ce n'est pas des routes comme on a nous en Occident. Le ravitaillement allemand, la logistique ne suit plus. C'est une armée qui était mécanisée, qui était moderne et qui redevient une armée de fantassins avec des chariots tirés par des chevaux. Et c'est ça qui arrive à la formidable armée allemande dès l'automne 1941, une démodernisation. Plus de 70% est encore hippomobile. C'est-à-dire que les chevaux, il ne faut pas leur donner de l'essence, mais il faut leur donner du foin. Si on peut amener le pétrole par pipeline, parce qu'il y a des régiments de pipeline qui avancent en même temps que l'avancée des troupes, il n'y a pas de pipeline de foin, quoi. Les ordres sont clairs, on se nourrit sur la population. Donc très très rapidement, il va y avoir des pillages, littéralement, des villages ukrainiens, biélorusses, baltes. Et les soldats vont se nourrir, quitte à ce que les gens crèvent de faim. Considérant cela, les Russes vont reculer en appliquant méthodiquement la politique de la terre brûlée. Aucune agglomération n'est épargnée, toutes les habitations et les récoltes sont livrées aux flammes. Rien ne résiste, les infrastructures sont détruites, le moindre pont est démoli à coups d'explosifs. L'avancée de l'envahisseur doit être ralentie le plus possible. Aux difficultés de progression des troupes allemandes s'ajoute à cette saison un événement climatique que les Russes appellent la Rasputitsa. Il se trouve qu'au mois d'octobre, en Union soviétique de l'Ouest, il y a des pluies diluviennes qui transforment les routes et les chemins en cloaques de boue d'1 mètre d'épaisseur. Ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur les plaines russes. Et donc l'armée va s'enliser dans des bourbiers à partir de octobre 1941. Dès qu'il pleut, les routes deviennent, en fait, ne sont plus des routes, sont des bourbiers. Et donc, progresser devient très difficile, très lent. Et c'est quelque chose qu'Hitler ne réalise pas. Les chevaux, ils en ont jusqu'au poitrail, il faut les abattre. Les camions, ils restent dedans, les chars aussi. Donc, et le problème, c'est que vers la fin octobre, début novembre, en 8 jours, tout ça, ça passe à -30. Donc les camions qui sont dans 1 mètre de boue, maintenant, ils sont dans 1 mètre de glace. C'est à cette période que les Allemands vont connaître leur premier revers. Depuis le début de l'opération Barbarossa, ils ont perdu la moitié de leur force initiale en hommes et en matériel. Inéluctablement, la machine de guerre est en train de se gripper et l'état de son moral est devenu si préoccupant que le général von Rundstedt décide d'en informer Hitler. Von Rundstedt, comme beaucoup de généraux et d'officiers allemands, ont les informations qui remontent du terrain, qui remontent des lieutenants, des capitaines, et qui disent la situation est catastrophique, les compagnies qui comptaient 200 hommes, il en reste 20, 30, les chars, sur un effectif théorique de 50 ou 100 chars, il n'y en a plus qu'une dizaine. À partir de novembre 1941, l'armée allemande est aux portes de Moscou. La légende dit que certains voyaient déjà les clochers du Kremlin. On est à une cinquantaine de kilomètres du Kremlin. Les objectifs sont plutôt atteints, mais avec du retard. Ce retard va expliquer que les armées allemandes vont être bloquées face à Moscou, notamment à cause de la neige, tout simplement. Le plus grand soutien de Staline, ça va être, en dépit des Américains qui vont lui fournir du matériel, mais ce sera l'hiver russe
le général Hivert qui va se venir au secours de Staline et qui va geler la machine de guerre allemande. Les soldats sont équipés avec leurs équipements d'été et ne seront pas équipés de vestes d'hiver quand le froid va leur tomber dessus. Et un froid de moins 30, moins 40, personne n'y résistera. Les armées allemandes ne sont pas équipées temps froid. Parce qu'elles ne peuvent pas tout faire non plus. Ils ne sont pas équipés temps froid. Ou très peu. Il y a peut-être quelques divisions qui sont de SS qui sont peut-être équipées, mais ils ne sont pas équipés. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Le carburant gèle, vous prenez votre fusil, vous le serrez et vos mains restent collées à l'acier gelé, etc., etc. Leurs chars vont geler sur place, leurs avions ne démarreront plus, les soldats vont mourir de froid, tout s'arrête. L'armée allemande est en train de payer au prix fort le retard accumulé par Hitler au moment du lancement de l'opération Barbarossa. C'est une armée mal ravitaillée, ayant froid et faim, qui se bat avec courage et détermination contre des Russes qui étaient eux aussi de plus en plus déterminés à défendre Moscou et la mère patrie. Face à l'urgence, Staline va chercher à galvaniser son peuple à coups de discours patriotiques. Il faut repousser l'ennemi coûte que coûte. La date de la contre-offensive vient d'être fixée. Elle sera dirigée par un fin stratège de l'armée rouge, le général Zhukov. Zhukov est sans doute un des esprits les plus brillants de l'armée rouge. Il a commencé sa carrière comme simple cavalier. On dit même qu'il a décapité d'un coup de sabre un cavalier blanc. C'est un esprit très brillant qui a été formé en particulier à Berlin avec certains officiers soviétiques qui ont eu comme professeur un certain capitaine Paulus, qui sera le grand vaincu de Stalingrad. Et Zhukov est un protégé de Staline. C'est l'homme de la situation. C'est pas quelqu'un qui va perdre ses nerfs ou faire comme certains généraux soviétiques ou autres, vouloir conduire des charges en avant pour masquer leur incompétence par un surcroît de courage. Le 5 décembre 1941, la contre-attaque de l'armée rouge est déclenchée. C'est Zhukov qui prend l'offensive, une contre-offensive très bien menée, et qui prend les Allemands, je dirais, à contrepoint. Ceux-ci sont obligés de reculer malgré les ordres. Hitler donne un ordre d'arrêt, de transformer les villages en forteresses. C'est souvent les civils qui en font les frais. Ils sont chassés, livrés à eux-mêmes dans la neige. Et des batailles terribles ont lieu dans ces villages, car en fait, la bataille décidera de qui dormira dans la neige et dehors ou pas. Donc ce sont des combats excessivement sauvages, je dirais, et plus du tout de la guerre moderne. À la fin du mois de décembre 1941, le front allemand est rejeté de 100 à 200 km en arrière. En décembre 1941, Hitler est bien obligé d'admettre que sa stratégie de conquête est un échec. Et plutôt que de prendre cet échec sur sa propre responsabilité, il va donc se décharger sur ses trois maréchaux qui donc commandaient les trois groupes d'armées, le nord, le centre et le sud. Et donc il va limoger ou inviter à la retraite de ses officiers donc à quitter le champ de bataille. À l'issue de la bataille de Moscou, von Rundstedt ainsi que 37 autres généraux sont limogés. Hitler opère ainsi une reprise en main radicale de son armée. Les critiques de certains de ses subordonnés, il ne les supporte plus. Il fait appel à des jeunes loups un peu plus jeunes qui, eux, par ambition, vont être beaucoup plus serviles. Le chef de l'état-major allemand s'appelle Keitel. Et il y a un jeu de mots à l'époque qui le surnomme la Keitel. Lacaille, c'est le laquais. Donc voilà, ça donne une idée de la servilité de l'entourage d'Hitler qui n'ose absolument pas le contredire, qui n'ose même pas discuter avec lui. Cette extrême concentration des pouvoirs et du pouvoir décisionnel aboutit à des catastrophes puisque un homme seul prend des initiatives désastreuses. En décembre 1941, alors que la situation sur le front de l'Est se complique, Hitler va prendre une de ses plus désastreuses décisions de toute la guerre. Le 7 décembre 1941, 353 avions japonais décollent de 6 porte-avions en direction de Pearl Harbor, le quartier général de la flotte des États-Unis dans le Pacifique. 7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto, qui commande la flotte, attaque
attaque Pearl Harbor. Ce ne sont pas les États-Unis qui entrent en guerre. C'est le Japon, effectivement, qui bombarde Pearl Harbor. Et il y a un état de guerre qui est constaté par les États-Unis. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 2 jours après, Hitler, soi-disant grâce au pacte germano-nippon, déclare la guerre aux États-Unis. Le pacte avec le Japon ne prévoyait d'assistance au Japon que si le Japon était attaqué. Or là, c'est le Japon qui a attaqué les États-Unis. Donc il n'y a pas de cas d'alliance, si vous voulez. Hitler aurait très bien pu se dispenser de déclarer la guerre aux États-Unis. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Les généraux allemands critiquent, mais ne sont pas capables de s'opposer à ce projet-là. Ils sont consternés par cette décision, mais ils obéissent malgré tout. Je pense que cette décision est mue par une méconnaissance totale des États-Unis de la part de Hitler. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, il ne se rend pas compte de la puissance industrielle des États-Unis et il sous-estime certainement l'armée américaine. L'armée américaine, en 1940, c'est 140 000 hommes. Donc Hitler se dit 140 000 hommes, c'est pas eux qui vont bousculer la face du monde. Erreur très grave, effectivement. L'armée américaine va se constituer une énorme machine de guerre, va mettre en place une énorme production industrielle de dizaines de milliers de chars. 50 000 Sherman seront produits pendant la Seconde Guerre mondiale, de milliers d'avions. À la fin du conflit, l'armée américaine, c'est 16 millions d'hommes. En 4 ans, ils vont passer de 140 000 hommes à 16 millions d'hommes. En sous-estimant la puissance militaire américaine, Hitler vient d'hypothéquer définitivement ses chances de gagner la guerre. Ce qu'on voit dans cette affaire de la déclaration de guerre aux États-Unis, qui est une décision personnelle, c'est l'extrême concentration du pouvoir décisionnel au sommet du Troisième Reich, notamment en matière militaire, dans les mains d'Hitler. C'était pas un stratège, c'est un homme qui commence à être malade, qui est bourré d'amphétamines et de drogue, comme la plupart des généraux allemands en général. C'est un homme qui fait des crises, c'est un homme qui est complètement méfiant et paranoïaque. Et il pilote à ce moment-là l'armée allemande, qui est dans un tournant un peu crucial de sa vie, donc fin 41. Il a perdu du monde. On estime qu'il a perdu, pendant la campagne de 41, dans les environs 700 000 hommes. Donc, il n'a plus le même potentiel qu'en juin 41. Ses perspectives stratégiques sont quand même beaucoup plus limitées. En désaccord avec ses généraux qui souhaitent se replier afin de préserver le reste de leurs forces, Hitler veut attaquer encore et toujours. Pourtant, sur le front, au cœur de l'hiver russe, le rapport de force a clairement changé. Les troupes du Reich semblent incapables de résister aux vagues d'assaut de l'armée soviétique. Zhukov lance dans la bataille les millions d'hommes de son armée de Sibérie. Au début de l'année 1942, Hitler, qui concentre désormais tous les pouvoirs, s'apprête à multiplier les mauvaises décisions stratégiques. Entre juillet 42 et février 43, les décisions d'Hitler pour prendre Stalingrad vont se révéler catastrophiques. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Donc ça a été effroyable. Au même moment, ce sont les soldats d'élite de son armée d'Afrique du Nord qu'il condamne par centaines de milliers. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. L'Allemagne, en repli sur tous les fronts, va devoir faire face aux conséquences de la déclaration de guerre aux États-Unis. Juin 1944, le débarquement en Normandie commence. Hitler ne prend pas la mesure de cet événement qui va entraîner la chute du Reich. 6 juin 1944, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, s'insiste, mais on lui répond « Non, non, non,
sous aucun prétexte. Août 1944. Une partie de l'état-major organise un attentat à l'explosif afin de mettre fin aux décisions hasardeuses et meurtrières du Führer. Hitler physiquement est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus dans sa tête assiégé. Il est épuisé physiquement et mentalement, et plus personne n'ose le contredire. Décembre 1944. Hitler, de plus en plus dépendant des drogues, envoie ses hommes dans une contre-offensive aussi vaine que meurtrière dans les Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Dernière bataille perdue d'Hitler. Cette offensive catastrophique entraînera la chute du Troisième Reich. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a multiplié les erreurs et a perdu de nombreuses batailles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. En 1940, alors que l'Angleterre est à sa portée, Hitler va laisser l'armée anglaise se reconstituer. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. Une erreur qu'il paiera très cher lors du débarquement allié. En 1942, multipliant les mauvaises décisions face à l'armée rouge, Hitler va précipiter ses divisions dans l'enfer de l'hiver russe. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler perd près d'1 million de soldats. C'est le véritable tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a perdu la guerre à l'Est. En 1944, il lance une offensive inutile dans les Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Seul responsable de cette hécatombe, Hitler épuise ses dernières forces et ouvre les portes de l'Allemagne aux armées alliées. Début 1942, l'Allemagne nazie a atteint un point de rupture. Le Führer a multiplié les mauvaises décisions stratégiques. Après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Cette décision prise sans demander l'avis de son état-major porte en elle les graines de la défaite à venir. En Russie, l'opération Barbarossa voulue par Hitler n'a pas permis au Reich de vaincre l'ogre russe. Bien au contraire. La contre-offensive des divisions de Staline repousse les armées allemandes et les condamne à affronter le terrible général hiver. Pour Hitler, il est temps de choisir entre le repli stratégique que souhaitent ses généraux et la fuite en avant que sa folie lui dicte. Le pétrole fourni par l'Allemagne ou par la Roumanie ne suffit plus du tout à alimenter les Panzerdivision. Donc du coup, Hitler commence à envisager aussi la conquête des champs de pétrole caucasiens notamment, donc dans le sud de la Russie. Prendre les pétroles du Caucase, Bakou, Maïkop et autres, c'était répondre à un double objectif. Déjà, priver l'armée rouge de sa capacité à faire la guerre. Deuxièmement, se donner les réserves stratégiques pour l'Allemagne pour régler le problème immense que le blocus faisait peser sur ce pays. Blocus anglo-saxon qui était quasiment hermétique, et donc Hitler pensait réaliser ce double objectif par le plan bleu, Fallblau, déclenché donc le 28 juin 1942 à l'Est. Ce plan bleu semble très attrayant sur le papier. Mais en pratique, Hitler n'a pas pris conscience de l'état des routes après le dégel et surtout des distances considérables pour rejoindre le Caucase. Bakou, sa capitale, se trouve à près de 3000 km. Hitler néglige également l'usure des hommes, des matériels et les difficultés d'approvisionnement. Toujours en proie à ses préjugés raciaux, le Führer persiste à sous-estimer l'adversaire russe.
Et les premières semaines sont plutôt en sa faveur, la conquête se fait assez facilement, sauf que le 23 juillet 1942, un ordre assez hallucinant tombe. Hitler décide de diviser ses armées en deux. Une première armée va effectivement aller vers le Caucase et la 6e armée du général von Paulus est chargée d'aller prendre Stalingrad. Hitler fait suivre à ses troupes 2 axes divergents. C'est donc le principe néfaste de division des forces. L'état-major est effaré par cette improvisation, mais personne n'a cependant la moindre influence sur les décisions stratégiques d'Hitler. C'est une 6e armée épuisée et mal ravitaillée qui doit s'emparer de Stalingrad. Elle est commandée par le général Friedrich Paulus. La prise de Stalingrad est très importante pour Hitler. Il y a une première raison assez évidente, c'est que ça s'appelle Stalingrad, donc c'est politique. On va prendre la ville qui porte le nom de Staline. Stalingrad est un symbole à la fois pour Hitler et pour Staline, évidemment. Parce que Stalingrad, c'est une grande ville industrielle qui porte le nom du dictateur soviétique. Et Hitler a bien compris, évidemment, que prendre Stalingrad, du point de vue symbolique, ce serait effectivement un désaveu du dictateur soviétique. Prendre Stalingrad, c'est couper les communications sur la Volga. Et ça, c'est quand même important parce que nous sommes en 1942, l'apport américain commence à intervenir sérieusement. Il arrive par l'Iran, la Caspienne, et il remonte la Volga. Donc, par conséquent, si Stalingrad tombe, la route de la Volga est coupée. Les approvisionnements américains ne remontent plus vers le nord. Le 23 août, au moment où les Allemands de Paulus, 6e armée, y arrivent, le soir même, déclenchement d'un bombardement. Un bombardement qui va avoir pour conséquence de transformer Stalingrad en ruine. L'ordre consistant à détruire tout ce qu'il est possible de détruire est un ordre qui est idéologiquement complètement cohérent. C'est-à-dire que ces gens sont des inférieurs, ils ont l'outrecuidance de nous résister, nous allons les réduire à néant. Voilà, pour résumer. Ce que Paulus ne réalise peut-être pas, c'est l'immense difficulté du combat urbain. Il est bien connu que les ruines pour la défense, c'est formidable. Lorsque l'on est dans une ville détruite, les armes fonctionnent différemment. Les armes effectivement utiles changent. Là où un char était très utile à découvert, il ne l'est plus dans une ville parce qu'à tous les coins de rue, il peut se faire détruire par quelqu'un d'un peu décidé, que ce soit avec un bazooka ou avec un cocktail Molotov, etc. Donc le combat change de nature. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Les soldats allemands n'étaient pas habitués à la guérilla urbaine dans une ville démolie. Et donc, ils ont eu beaucoup de difficultés déjà, tactiquement, à s'adapter à ce genre de combat. Et les Soviétiques, eux, de leur côté, ont mis des forces incroyables en face. Ils ont eu d'énormes pertes, mais ils voulaient absolument tenir. Donc, ça a été effroyable. Pendant près de 2 mois, Paulus va multiplier les assauts face à un ennemi qui défend avec acharnement chaque quartier, chaque immeuble, chaque étage et chaque cave. Ils ne parviendront pas à la Volga. Il y a un quartier qu'ils ne parviendront jamais à prendre. Et donc les troupes soviétiques, elles passent la rivière et il y a toujours des renforts qui arrivent heure par heure. Il y a un régiment soviétique qui est démoli, il y a un autre régiment qui arrive constamment. Parfois, c'est dramatique parce qu'ils arrivent sur le front sans fusil. Donc, ils sont obligés, on leur dit, prenez le fusil des morts qui sont devant vous pour attaquer. L'armée rouge va y laisser des dizaines de milliers d'hommes. Les commissaires du NKVD, l'ancêtre du KGB, seront sans pitié. Tout soldat ou toute troupe qui veut reculer est abattu sur place. On citera le chiffre de 13 000 soldats abattus par les commissaires du NKVD. Donc, c'est pas rien. Lorsque la neige arrive en octobre 1941, les Allemands n'ont de nouveau pas les équipements nécessaires pour affronter l'hiver. Sans renfort notable,
pas entraînés à la guérilla urbaine, mal ravitaillés, le moral des troupes de la Wehrmacht s'effondre. Paulus se rend compte par des reconnaissances aériennes dès octobre que sur son flanc nord et sur son flanc sud-est, il y a de fortes concentrations soviétiques qui se font. Il est inquiet parce que sur ces deux endroits, ces flancs sont couverts par deux armées roumaines qui sont fort mal équipées pour la guerre en général et pour l'hiver en particulier. Il lui demande l'autorisation de faire effort pour pouvoir décrocher, car sinon, il va se trouver dans ce que les Allemands appellent un Kessel, c'est-à-dire un chaudron. Hitler va dire « Niet ». On ne recule pas. On ne recule pas. C'est une stratégie de se reculer pour mieux réattaquer. C'est une stratégie militaire qui est vieille comme le monde. Et si on ne recule pas, on se fait manger. Si on recule, on refait ses forces et on peut réattaquer. On n'apprend pas ça au caporal, quoi. Le 14 octobre 1942, Hitler, le petit caporal, émet l'ordre opérationnel numéro 1 qui interdit tout recul à Paulus. Ses troupes doivent rester dans Stalingrad et remporter la bataille à tout prix. Un mois plus tard, l'armée rouge déclenche une offensive de très grande envergure sur deux fronts autour de la ville. Staline lance sa contre-offensive, il ne la lance pas sur Stalingrad même, où il y a le cœur des forces allemandes, mais il va étudier le dispositif allemand. Et au nord et au sud de Stalingrad, il y a des troupes italiennes et roumaines. Et les Russes vont fondre sur ces troupes italiennes et roumaines qui sont d'une moindre valeur militaire et qui vont céder plus rapidement et qui va permettre l'encerclement de Stalingrad. Lorsque le 23 novembre 1942, l'armée rouge referme les deux pinces de sa tenaille, la 6e armée de Paulus est prise au piège. Une armée allemande enveloppée, ce n'était jamais arrivé. Et donc Hitler donne l'ordre au Feldmaréchal von Manstein, provisoirement son commandement, de monter une opération de dégagement de Stalingrad par le sud. Von Manstein prévient Hitler qu'il ne pourra établir qu'un corridor permettant de ravitailler Paulus et éventuellement lui permettre de fuir. Pour cela, les troupes de von Manstein foncent droit sur le dispositif russe. Mais l'armée rouge, voyant la manœuvre, contre-attaque. Von Manstein est obligé de se replier, sous peine d'être encerclé à son tour. L'armée de Paulus doit désormais tenir seule, privée de vivres, de carburant et de munitions. Pour alimenter cette 6e armée, cette 6e armée, en gros, ça fait dans les 250-260 000 hommes. Il faut un minimum de 500 tonnes par jour. Et Göring répond encore une fois présent. Kein Problem, mein Führer. 500 tonnes, vous en voulez 500? C'est pas 600? Non? Ok, 500, très bien. Moi, mes Junkers 52, ils vont y aller. Or, là-bas, ça bat la neige et le froid. Les Junkers 52, avec la mauvaise essence, la mise en route, les moteurs ne démarrent pas, ça ne chauffe pas, et puis il peut en amener 100 tonnes, quoi. Manque 400. Donc, au bout de 8 jours, manque 3200, quoi. Hein. Le résultat des courses, c'est que la 6e armée, au sens vrai du terme, va crever de faim. Elle va crever de faim, puisqu'il faudra quand même donner une certaine priorité aux munitions. Le 10 janvier 1943, l'armée rouge lance un ultime assaut destiné à réduire définitivement la poche de Stalingrad. 15 jours plus tard, au moment où les Russes coupent en deux les forces allemandes, Hitler réaffirme l'ordre à Paulus que ses troupes ne doivent ni reculer, ni se rendre. Hitler nomme en dernière limite, fin janvier, von Paulus maréchal, en croyant que von Paulus allait se suicider, ne pas se rendre, parce qu'un maréchal allemand ne se rend pas, et von Paulus va se rendre. Paulus se rend, mais ne donne pas l'ordre formel à ses hommes de se rendre, donc ça dure encore 48 heures, mais c'est foutu, quoi. Enfin, le 2 février 1943 au matin, le drapeau rouge flotte sur Stalingrad. Il signe la première défaite majeure de l'armée allemande et de son chef suprême, Adolf Hitler.
Le problème de von Paulus, c'est qu'il a été très obéissant à l'égard d'Hitler, mais c'est pour ça qu'il a conservé son poste. Mais d'un autre côté, en restant extrêmement obéissant à Hitler, il a permis aux Soviétiques de faire des centaines de milliers de prisonniers. Donc, il aurait peut-être dû penser à ses troupes avant de penser à sa fidélité à Hitler. Je crois qu'une caractéristique de cette guerre en Russie, toute guerre est inhumaine, mais celle-ci l'est particulièrement. Les Allemands ont été affreux et les Russes leur rendent l'appareil. Ce qui veut dire que des 91 000 prisonniers de Stalingrad, il y en aura moins de 5 000 qui retrouveront leur pays. Ils vont soit être liquidés purement et simplement, soit crever de faim dans les camps de prisonniers. Depuis le début de l'opération Barbarossa, les Allemands ont perdu 1 million d'hommes tués, blessés ou disparus. En face, l'armée rouge en a perdu le double, mais ses réserves en hommes sont 7 fois plus importantes que celles de la Wehrmacht. Depuis 39-40, on avait une armée plutôt conquérante dans la victoire. Et là, on a vraiment un tournant, une bascule. Et cette bascule va continuer à s'opérer donc en Afrique du Nord à partir de l'année 43. Alors qu'Hitler subit son premier revers sur le front russe, les Américains, en réponse à sa déclaration de guerre, sont entrés dans le conflit. Alliés aux Anglais, ils viennent de prendre pied en Afrique du Nord. The President of the United States welcomed the Prime Minister of Great Britain. The gravity of the moment had brought them together. Au cours du printemps 1942, au plus fort de la domination allemande, les Alliés conviennent de la nécessité d'ouvrir un second front, tant réclamé par Staline pour soulager l'URSS. Cette opération baptisée Torche doit permettre un débarquement sur les côtes d'Afrique du Nord. Les Anglo-Américains disposeront ainsi d'une plateforme pour débarquer en Europe. Pour cela, ils doivent vaincre les troupes d'élite de l'Afrika Korps qui occupent la Libye. L'Afrika Korps, c'est une armée d'élite. L'Afrika Korps n'est pas du tout négligeable. Il est commandé par Rommel, un général très populaire auprès de l'opinion publique allemande. L'Afrika Korps du maréchal Rommel va avoir maintenant un nouvel ennemi en plus sur le dos. Alors qu'ils avaient déjà les Anglais, ils étaient en train de retraiter. Ils vont avoir maintenant la puissance des Alliés qui va préparer un débarquement, donc l'opération Torche, en novembre 1942, sur les côtes d'Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, l'opération Torche, qui implique 100 000 soldats, est déclenchée à partir de 200 bâtiments de guerre. Trois groupes ont pour mission d'établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km de côte. L'affrontement contre les troupes du général Rommel, alliées aux Italiens, s'engage sans tarder. Rommel a été battu à El Alamein. Bon. El Alamein, une bataille que les Anglais ne pouvaient pas perdre. Ils ne pouvaient pas perdre pour 2 raisons. La première, qu'ils étaient au moins à 2, voire même à 3 contre 1. Deuxièmement, ils étaient près de leur base. Tandis que Rommel, sa base, elle était loin. C'était Tripoli, un peu Benghazi, et plus loin, la Tunisie. Donc, il a été battu. À partir de ce moment-là, les forces de l'Axe italiennes et allemandes qui se trouvent encore en Libye et en Tunisie sont combattues à l'est par la 8e armée britannique qui progresse en Libye et à l'ouest par les anglo-saxons associés aux Français. Ils sont encerclés, en fait, de plus en plus. Et à la fin, Rommel signale effectivement à Hitler la nécessité de rapatrier les troupes d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'arrêter les combats. Et là, en Afrique du Nord, Hitler va faire la même erreur qu'à Stalingrad. Une nouvelle fois, il s'entête et impose à son armée de tenir ses positions jusqu'au dernier homme. Il eût été préférable de quitter l'Afrique du Nord, de se replier en Italie, plutôt que de tenter de résister à tout prix, plutôt même que d'envoyer des renforts, comme Hitler le fait, en Tunisie.
Des milliers de jeunes soldats allemands fraîchement débarqués vont se retrouver inutilement sacrifiés. La seule chose, c'est que Rommel est rappelé par Hitler, parce que Rommel est une figure très populaire en Allemagne, un des meilleurs généraux allemands. Et donc, il aurait été catastrophique que Rommel soit fait prisonnier. Petit à petit, l'étau se resserre. La supériorité matérielle des Alliés est écrasante. Ces barrages d'artillerie infligent des pertes importantes aux troupes ennemies. Mais l'Afrika Korps persiste dans ses contre-offensives suicidaires. Les montagnes tunisiennes vont être un cercueil pour une majorité de soldats allemands. Ceux qui avaient reçu ordre de se battre en Tunisie se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Lorsque la Tunisie a capitulé vers le 8 mai 1943, il y a eu 130 000 Allemands qui se sont trouvés prisonniers en Tunisie. C'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure qui aboutit à une défaite terrible, à une quantité de prisonniers, non seulement italiens, mais également allemands, tout à fait considérable. J'ai tendance à penser que le désastre tunisien, le désastre de l'Axe en Tunisie, est probablement pire en matière stratégique et en termes de puissance militaire que ce qui se passe à Stalingrad. C'est symboliquement moins fort, c'est aujourd'hui moins connu, mais c'est un désastre qui est probablement pire pour les armes de l'Axe que ce qui se passe à Stalingrad. Il perd autant de troupes. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. En mai 1943, sur le front russe, la situation n'est pas meilleure. Partout, les Allemands ont reculé. Hitler veut reprendre l'initiative après ses échecs devant Moscou et Stalingrad. C'est à Koursk que l'opportunité de contre-attaquer va se présenter pour l'état-major allemand. Créé sur la ligne de front au cours de l'offensive soviétique du printemps 1943, c'est une poche de 150 km de profondeur. Les soviétiques ont formé dans le dispositif allemand ce qu'on appelle, selon qu'on le regarde, un saillant ou un rentrant, c'est-à-dire une grosse bosse. Ce saillant comporte d'importantes faiblesses défensives. Hitler a eu l'idée de la percer par une offensive blindée majeure, de manière à encercler les armées soviétiques qui étaient dans cette poche et avoir une victoire. Le véritable objectif d'Hitler, c'est de faire encore de la communication. Car après Stalingrad, tous ses alliés, Mussolini compris, lui ont dit « il faut faire la paix avec Staline, maintenant on ne peut plus tenir ». Donc l'objectif politique d'Hitler, c'est de redonner confiance à ses alliés européens, et donc il veut montrer la puissance de l'armée allemande, notamment avec de nouveaux matériels en panzer, les tout nouveaux chars Panther, chars moyens, puissants, et surtout le tout-puissant Tigre qu'il a depuis quelques mois, et de chasseurs de chars géants éléphants. C'est vrai que le Tiger et le Panther étaient d'excellents chars. Les Allemands ont un passé de blindés excellent. Ça n'arrive pas aussi vite qu'ils ne le pensent. C'est ça le problème. Parce que il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon, quoi. Hein. Tout ça se passe très très loin des centres industriels allemands où sont produits ces chars, où sont produites ces armes, et il faut le temps de les acheminer. Et ce sont des choses que tout le monde oublie, mais il faut les mettre dans des trains, il faut que ces trains parviennent à progresser, malgré les partisans soviétiques qui commencent à devenir très très efficaces, malgré l'aviation soviétique, et donc tout ça prend du temps. Le général von Manstein est partisan d'une attaque rapide. Il veut surprendre et détruire un ennemi exténué par les derniers mois de combat. Hitler est d'un avis contraire. Il faut temporiser jusqu'à l'arrivée des nouveaux chars, supposés invincibles. Il temporise, ça va arriver, mais si on perd un mois ou deux, alors qu'on est au milieu de la toundra, c'est mortel. Voilà. On a perdu plusieurs semaines. En attendant, les généraux soviétiques qui étaient sur place, eux, étaient bien au courant qu'il y avait une offensive qui se préparait du côté allemand. Ils sont au courant, par les Anglais, de tous les axes d'attaque des Allemands. Dès le jour où le plan a été prévu par l'état-major allemand, les Anglais ont déchiffré Enigma et ont fait part d'une partie de ces renseignements aux Russes. Donc les Russes savent exactement comment les Allemands vont attaquer, où ils vont attaquer et avec quel type de force ils vont attaquer. Ils ont eu le temps de préparer le terrain par une défense en profondeur
avec des mines, avec tous les systèmes anti-chars, l'artillerie, etc. Ils se sont renforcés durant ce temps-là. Et donc c'est vrai que Hitler a déclenché l'offensive le 5 juillet 1943, trop tardivement à nouveau. 5 juillet 1943, l'opération Citadelle est déclenchée. Les forces en présence sont considérables. 2 millions de soldats russes sont face à 900 000 Allemands. Plus impressionnant encore, 2700 chars allemands vont affronter près de 5000 chars soviétiques, composés d'une majorité de T-34. Ce sont des chars, entre guillemets, basiques, pas du tout sophistiqués, mais résistants et très bien servis par les tankistes soviétiques. Le T-34, ils en ont à l'appel, des milliers, et ça y va, ça y va, ça y va. Et les pauvres gros Panther et Tiger qui arrivent, ben, ils sont morts avant d'arriver, quoi. Hein. La bataille de Koursk va être la plus grande bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être le cimetière des blindés. L'offensive nord va très rapidement tomber sur des défenses soviétiques impénétrables et ils vont s'y casser les dents, ils vont être obligés de reculer. Vers le sud, les défenses vont être enfoncées, les défenses soviétiques. Mais très rapidement, les troupes allemandes ne peuvent pas tenir, ils n'ont plus assez d'hommes, ils perdent un matériel fou et les soviétiques se renforcent de jour en jour. Les unités blindées allemandes combattent quasiment à 1 contre 2. Et donc très rapidement, malgré la valeur de ces unités blindées allemandes, le combat tourne à l'avantage des soviétiques. Il n'y aura pas tellement de manœuvres. On va se tuer à bout portant. Ça va être, dans un sens, si vous voulez, un Verdun des chars. La défaite de Koursk est une nouvelle démonstration de l'incapacité d'Hitler à diriger ses armées. En 50 jours de combat, la Wehrmacht perd la moitié de ses effectifs. Que l'armée allemande prenne ou pas ce saillant n'aurait pas changé la guerre. Il aurait mieux valu du côté allemand battre en retraite et de faire une ligne de défense, mettons, à l'ancienne frontière de l'Union soviétique, de faire quelque chose de solide, que de mener ces combats en retraite permanents, perdant des milliers de camions et de blindés qui ne pouvaient plus rouler. Là, ils ont eu des pertes épouvantables en matériel et en hommes. C'est un événement majeur parce que, après Koursk, les Allemands n'auront plus l'initiative sur le front de l'Est. Ils ont perdu tellement d'hommes et de matériel à Koursk qu'ils ne seront plus en capacité, après Koursk, de mener une opération de grande échelle sur le front de l'Est. À Stalingrad, il a perdu 260 000 hommes et puis un revers de prestige. Enfin, la Wehrmacht était toujours là. Tandis qu'à Koursk, Hitler a perdu la guerre à l'Est. En 1944, les Allemands reculent désormais sur tous les fronts. De plus, Hitler croit à l'imminence d'un débarquement allié. Il est sur la défensive. Hitler pense que le débarquement se fera autour d'un port en France. Et donc, il a privilégié une zone possible de débarquement plutôt dans le nord de la France. Et en plus, c'est là, entre Calais et Douvres, où la partie de la Manche est la plus courte. On a à peu près une trentaine de kilomètres, alors qu'entre Cherbourg ou Caen, il y a à peu près 120 kilomètres. Donc, les Alliés ne vont pas être fous. S'ils partent d'Angleterre, ils partiront de Douvres. Hitler pense que les armées américaines alliées vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Pour ce faire, il met les Panzerdivision très bien armées à Lille et dans la région du Nord, en face du Pas-de-Calais, quoi, en gros. Cette cécité sur le lieu va être une erreur stratégique d'importance puisque pendant longtemps, cette 15e armée allemande va être utilisée à défendre des côtes contre un envahisseur qui ne viendra jamais. Pour induire Hitler en erreur, les Alliés vont multiplier des opérations fictives. Il y a eu des bombardements importants dans le nord de la France, peu avant le débarquement de Normandie, pour faire croire. Il y a eu des agents doubles en Angleterre qui ont envoyé des messages
au commandement allemand, disant que le débarquement se ferait bien dans le Nord-Pas-de-Calais ou sur la côte belge, enfin bon, avec des renseignements contenant des aspects vrais et des aspects faux. Hitler est tombé dans le piège. Persuadé qu'un débarquement allié aura lieu dans le nord de la France, il y concentre un maximum de troupes. Lorsque l'opération Overlord débute le 6 juin 1944, les premières vagues d'assaut alliés ne débarquent pas dans le Pas-de-Calais, mais 300 km plus bas, le long des côtes normandes, là où précisément les positions allemandes sont moins bien défendues. Devant la gravité de la situation, l'état-major allemand doit de toute urgence redéployer ses divisions de Panzer en face des troupes alliées. Il faut téléphoner à Hitler, lui seul peut en donner l'ordre. 6 juin 1944, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Le matin du 6 juin, on n'a pas le droit de le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, insiste, mais on lui répond « Non, 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 sous aucun prétexte. » Mais oui, mais il faut me lâcher les divisions qui sont... Non, non, non. Les heures passent. Les vagues d'assaut alliés se succèdent à un rythme soutenu. Il va se réveiller qu'à 10 h. Les opérations sont déjà extrêmement engagées. Il faut prendre des décisions tout de suite. Tout est bloqué. Hitler est le seul qui a la main pour bouger les divisions de Panzer. En France, il y a 10 divisions de Panzer. C'est l'arme qui peut faire la différence face aux Alliés au débarquement. Les 10 divisions de Panzer, c'est ce que redoutent le plus les Alliés. S'ils sont engagés sur le front de Normandie, le débarquement devient une affaire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus incertaine. Informé du débarquement allié, Hitler refuse de se déjuger et persiste à croire que les Alliés cherchent à le manipuler. Il dit « C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est une intox. Donc je garde mes Panzer Division. » Il a cru que c'était une diversion, que le débarquement allait très prochainement se faire dans le Nord et pas en Normandie, que c'était une opération secondaire. À la mi-journée, Hitler n'a toujours pas réagi. Pendant ce temps, les Alliés s'emparent des plages une à une. Rundstedt donne l'ordre de mise en route. Ils partent. La grande chancellerie rappelle en disant « Zurück, demi-tour. Il n'est pas question. » Et pendant ce temps-là, les partisans, enfin nos FFI font sauter les ponts. Et quand Hitler se rend compte vraiment qu'il faut y aller, les trains sont obligés de descendre jusqu'à Montargis, Sens, pour remonter, parce qu'il n'y a plus de pont sur la Seine. Eh oui. Hitler va retenir 7 divisions de Panzer dans le Nord-Pas-de-Calais et il va seulement en envoyer 3 en Normandie. 70% de ces chars vont rester l'arme au pied pendant que les combats se dérouleront en Normandie. Ça va permettre aux Alliés de renforcer tous les jours cette tête de pont et d'assurer la libération de la France et de l'Europe. Si Hitler n'avait pas dormi ce matin-là et s'il avait accepté d'écouter ces généraux, ces maréchaux dont c'est le métier, eh bien, il aurait donné l'ordre. Dans les 48 heures, les Panzer Division étaient en face d'Omaha Beach. Eh bien, peut-être que les Alliés seraient repartis, auraient rembarqué, quoi. Hein. C'est de la politique fiction. N'empêche que. La dégradation du climat militaire s'accélère. Certains dignitaires pensent que le temps est venu de faire payer Hitler. Ils lui reprochent ses erreurs qui ont tant coûté à l'armée allemande. En Allemagne nazie, il y avait une résistance. Il y a une résistance allemande à Hitler en Allemagne nazie, y compris dans l'armée, de gens qui en 39-40, croyaient en Hitler. C'est pourquoi le 20 juillet 1944, des putschistes déclenchent l'opération Valkyrie. Les acteurs de l'attentat du 20 juillet 1944 sont en partie des officiers supérieurs et puis des officiers généraux de la Wehrmacht qui ont une vision très lucide de ce qui se passe à l'Est, qui savent que, dans un terme très court, la guerre est perdue et qu'il faut donc couper net la décision de poursuivre la guerre en tuant le chef des armées et, en l'occurrence, le chef de l'État. Pour cela, les conjurés disposent d'un homme idéal qui approche régulièrement le Führer.
le colonel Stauffenberg. C'est un personnage impressionnant qui porte de graves séquelles de la campagne d'Afrique du Nord. Lorsqu'il arrive ce jour-là en Prusse orientale pour une réunion d'état-major, sa sacoche est bourrée d'explosifs. L'attentat ne peut pas rater. L'attentat dans le repère du Loup au mois de juillet 1944 est un attentat qui échoue de très peu. Lorsque la réunion commence, une vingtaine de dignitaires de la Wehrmacht entourent Hitler. Stauffenberg est en retard. C'est de la faute, ça n'a pas de chance. En ce sens que la bombe de von Stauffenberg a été placée à un mauvais endroit. Stauffenberg rejoint le groupe pendant l'exposé d'un général. En raison de sa surdité et à sa demande, il est placé à la droite du Führer. Pour lui, c'est la place idéale pour déposer la serviette piégée. L'attentat a échoué pour une raison purement de mallette mal positionnée en dessous de la table. Prétextant un appel téléphonique, Stauffenberg s'éclipse rapidement. Un des officiers, cette sacoche le gênait, il l'a déplacée. Et il l'a mis contre un pilier en bois d'une des tables sur lesquelles se tenait la conférence. L'explosion a entièrement soufflé le bâtiment. Mais les conspirateurs ont échoué dans leur tentative d'assassinat. L'attentat n'a fait que 3 victimes et a miraculeusement épargné Hitler. Le dictateur s'en sort avec une blessure à la main droite et de légères brûlures sur tout le corps. Quelqu'un a dit la main du diable a protégé Hitler. Et c'est vrai, il aurait dû mourir ce jour-là. Le même jour, en Prusse orientale, arrive Mussolini. Il est accueilli par Hitler portant le bras droit en écharpe. Miraculé, le Führer est assoiffé de vengeance. Et alors, il y a eu une purge à la suite de ça tout à fait considérable parce que la plupart des membres de l'armée allemande, des commandants de l'armée allemande qui sont impliqués de près et même de loin, et même parfois de très loin dans cet attentat, sont fusillés, éliminés. Rommel sera obligé de se suicider. Von Kluck, un des grands patrons aussi de l'armée allemande du moment, qui conduit de se suicider. Une partie des comploteurs seront pendus à des crottes bouchées. Les films seront visionnés par Hitler, qui fera voir son état-major personnel en tant qu'avertissement. Sa vengeance est terrible. Au total, 5000 personnes sont liquidées. Une purge qui décime l'état-major militaire. Hitler n'a plus confiance en son armée. Dans ce processus-là, c'est la SS qui va gagner en puissance. Himmler, maintenant, est le numéro 2 à côté d'Hitler, parce que Hitler, effectivement, confie à la SS cette remise en ordre. Et ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'état du front, puisque plus que jamais, à partir de l'été 1944, le mot d'ordre va être un mot d'ordre idéologique, il faut tenir. Tenir pour une question d'honneur, tenir pour une question de sacrifice si jamais on n'arrive pas à garder la position, et tenir dans l'espérance que, comme l'a promis Hitler et comme il ne cesse de le promettre, la guerre va connaître un retournement grâce aux fameuses armes miraculeuses dont on attend la production et l'entrée en service. Mais les armes miraculeuses comme les bombes volantes auxquelles Hitler s'accroche désespérément ne le sauveront pas. Hitler, à partir de là, va développer à la fois un pathos en privé qui se manifestera par des crises de larmes, ou par le contraire, par des crises de rage terribles. Hitler physiquement est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus, dans sa tête, assiégé. C'est un homme très fatigué et prématurément vieilli. C'est un homme qui a à peine 55 ans, mais lorsqu'on voit les images, on voit un homme de 80 ans. L'état mental d'Hitler et physique se dégrade tout au long du conflit à mesure des défaites. Au tout début de la guerre, en 1939, il étonne Keitel en gambadant comme un cabri sur les carcasses d'un train blindé polonais. À la fin de la guerre, on le voit dans un film
de 1945, sa dernière apparition devant des Hitlerjugend. On voit un homme voûté, avec un visage marqué, ayant la main gauche dans le dos parce qu'il était pris d'un tremblement convulsif. En fait, Hitler était un homme atteint de la maladie de Parkinson. C'était un insomniaque. Avec les remontants, contrepoisons et autres que lui administrait le docteur Morel, c'était un quasi-toxicomane. C'était donc un homme qui était incapable, à partir du milieu du conflit, d'avoir les ressources physiques, intellectuelles pour mener cette guerre. Il reçoit des piqûres régulièrement, il est sous médication, il est épuisé physiquement et mentalement. Et plus personne n'ose le contredire. Et autour de lui, il n'y a plus que des généraux qui sont des exécutants et qui n'osent plus devant lui contredire quoi que ce soit. Sur le front de l'Ouest, en décembre 1944, les forces alliées sont en Hollande, au Luxembourg, à Sarrebruck, Bruxelles, Anvers, Strasbourg. Tous les officiers ont les yeux braqués sur le Rhin. Les plus optimistes espèrent même que la guerre sera terminée à Noël. C'est oublier la rage qui anime un Hitler de plus en plus coupé de la réalité. Hitler se dit, je peux tenter un dernier coup de poker, et il va lancer une contre-offensive, la contre-offensive des Ardennes, qui va démarrer le 16 décembre 1944. Il charge le feldmaréchal von Rundstedt de l'offensive. Or, von Rundstedt n'y croit pas. Il n'y croit pas à tel point qu'il ne se rend pas à la réunion d'état-major qu'Hitler convoque avec tous les généraux impliqués dans l'opération. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. Ils sont persuadés qu'effectivement, on court à la catastrophe. Ils voient bien la supériorité aérienne des Alliés sur le front ouest. Mais Hitler se dit qu'il faut absolument tenter cette opération pour couper les forces alliées en deux. L'idée, c'est d'attaquer, de contre-attaquer dans les Ardennes, d'atteindre la Meuse, d'atteindre ensuite le port d'Anvers, qui est un port très très important pour le ravitaillement des forces alliées. Et ayant réussi cela, de proposer une négociation aux alliés anglo-saxons. Il voulait affaiblir les armées britanniques et américaines, faire une paix de compromis avec les anglo-saxons, pour pouvoir ensuite se retourner contre qui? Contre les soviétiques, contre les communistes, contre les bolcheviks. C'était un coup de poker, mais c'était surtout une erreur stratégique majeure. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Si l'effet de surprise est garanti, l'état-major considère que les ambitions d'Hitler sont démesurées compte tenu des effectifs engagés. Dans les années 44, il a toujours le même nombre de divisions. Les Panzerdivision, au lieu d'avoir 120 ou 150 chars, ils en ont plus que 12. Et ils ont 10% de leur effectif. Mais pour lui, ils mettent toujours la plaquette sur la carte, telle division, telle division, telle division. Mais c'était tel régiment, tel régiment, tel régiment. Pour attaquer dans les Ardennes, Hitler doit dégarnir le front de l'Est. La manœuvre est suicidaire, mais une fois encore, personne ne contredit le Führer. La seule condition pour que l'offensive allemande ait une chance de réussite et que les blindés allemands puissent percer, c'est qu'il faut la chasse alliée soit clouée au sol. Et pour que la chasse alliée soit clouée au sol, il faut qu'il y ait du mauvais temps. Le 16 décembre 1944, la météo est propice au déclenchement de l'opération Wart am Rhein. Lorsque la bataille des Ardennes s'engage, le haut commandement américain est assommé par l'ampleur de l'assaut. Dans un premier temps, ça réussit quand même assez bien. Ils parviennent à bousculer quand même les armées américaines, notamment qui sont sur ce front. Ils sont en repos parce que les généraux américains avaient estimé que vraiment les Ardennes étaient imprenables, que les chars ne pouvaient pas passer par là. À nouveau, la même erreur qu'en 1940. Débordés dans beaucoup de secteurs, les GIs américains se rendent par centaines aux Allemands. Mais l'offensive fulgurante de la Wehrmacht va rapidement marquer le pas. Les objectifs étaient tout à fait exagérés. En aucun cas, l'armée allemande à l'ouest était encore en capacité de percer le front jusqu'à Anvers. Choisir d'attaquer par un temps épouvantable
Dépendre ainsi de la météo est une folie, a fortiori si l'on songe que cette météo est épouvantable pour les Alliés, mais qu'elle l'est également pour les Allemands, qui vont donc devoir combattre dans des conditions terribles. Les deux armées s'affrontent par des températures négatives qui avoisinent souvent les moins 20 degrés. Le terrain étant rendu soit neigeux, soit bourbeux, les derniers chars, comme les chars de 70 tonnes, étant trop lourds. L'offensive a été freinée par les embouteillages, car le savoir-faire qu'avait manifesté l'armée allemande en 1940, où elle avait su gérer cet embouteillage, n'existe plus. Le 22 décembre 1944, soit 6 jours seulement après le début de l'offensive, les armées allemandes commencent à manquer de munitions et surtout de carburant. Le haut commandement de la Wehrmacht sous-estime par 5 les besoins en carburant. Le carburant va manquer. Le carburant manque déjà, c'est-à-dire que lorsque l'attaque est lancée, il n'y a à disposition que la moitié du carburant nécessaire pour atteindre les objectifs assignés aux forces allemandes. L'autre moitié devra être conquise sur les Alliés, ce qui est quand même un pari complètement incroyable. Dès le 23 décembre, le temps commence à s'éclaircir. L'aviation alliée peut enfin décoller. Dès les premiers rayons de soleil, toute la flotte alliée prend l'air et va clouer au sol tous les blindés allemands. Aussitôt que le soleil revient, les P-47 et les Mustangs fondent sur la Wehrmacht et c'en est fini, quoi. C'est un massacre. L'aviation anglo-américaine s'en prend spécifiquement aux camions de ravitaillement, et ce sont que des traînées de camions en flammes, et les Allemands sont obligés de plier en abandonnant leur matériel face aussi à la contre-attaque de Patton depuis le sud et une contre-attaque britannique qui s'annonce aussi depuis le nord contre des troupes allemandes composées soit d'unités d'élite très motivées, mais surtout de plus en plus de Volksgrenadier, c'est-à-dire de gamins inexpérimentés, un peu terrorisés, mal habillés et ne sachant plus progresser comme leurs aînés de 40. La bataille des Ardennes débute à la mi-décembre 1944, elle s'achève le 31 janvier 1945. À ce moment-là, les Allemands sont revenus sur leur ligne de départ, mais ils ont perdu dans cette folie entre 80 000 et 100 000 soldats. Ils ont perdu une quantité d'avions très importante, ils ont perdu des blindés, ils ont perdu du carburant, et leur morale est évidemment en chute libre. Et donc ce sont autant d'éléments qui vont manquer cruellement pour s'opposer aux Soviétiques, qui à ce moment-là sont en train d'attaquer à l'Est. Pendant la bataille des Ardennes, les Russes avancent de 500 km quand même. Les moyens qu'il a pu engager, il aurait mieux valu qu'il les mette à l'Est. Car pour le peuple allemand, le danger, il était surtout à l'Est. Car après les atrocités allemandes vis-à-vis de ceux qu'ils appelaient les Untermensch, vous le savez, les sous-hommes, les villages brûlés, les femmes violées, les hommes et les enfants tués, etc., etc., c'était dans la logique des choses. La vengeance, la haine russe était terrible. Donc, par conséquent, s'il avait raisonné un petit peu en faveur de son peuple, il fallait surtout se défendre à l'Est. Au lieu de capituler, rongé par la démence, le Führer va prendre son peuple en otage et le précipiter avec lui dans sa chute finale. Assailli sur tous les fronts, le Reich, imaginé par Hitler, vit ses derniers instants. Celui qui dominait jadis l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, n'a plus que des armées imaginaires pour se défendre. Pendant ce temps-là, les Anglo-Américains ont porté la guerre au cœur de l'Allemagne, avec pour objectif ultime Berlin. Les Soviétiques, eux, mettent la bouchée double. Staline veut arriver à Berlin avant les Américains et les Anglais. Et il y parvient. Berlin est effectivement pris par les Soviétiques seuls. Fin avril 1945, le Reich, qui devait durer 1000 ans, s'écroule. En matière militaire,
comme pour toute l'histoire du Troisième Reich, on est dépendant aujourd'hui de ce que les nazis ont dit d'eux-mêmes et de ce que les nazis ont dit d'Hitler. En matière militaire, par exemple, ils l'ont fait passer pour un chef militaire génial, quelqu'un qui avait inventé la guerre de mouvement moderne, qui avait inventé la mécanisation, etc. On se rend compte qu'à l'épreuve des faits, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ce n'est pas un homme de 1940, ça reste un homme de 1914. Là, on voit bien, concrètement, que ce qui était dit sur un Hitler chef de guerre génial est faux. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. Et qu'au début, le fait qu'il néglige la dimension tactico-stratégique, la nature du terrain, les problèmes de logistique, toutes ces négligences ne rattrapent pas Hitler chef de guerre. Et puis un jour, l'ensemble de ces conditions guerrières, l'ensemble des conditions dans lesquelles le phénomène guerrier doit se développer, rattrape Hitler chef de guerre, et à partir de là, ses paris sont systématiquement perdus. Finalement, son ultime stratégie, c'est celle du suicide. Suicide du peuple allemand, suicide de son entourage proche dans ce bunker sordide, écrasé par l'artillerie soviétique. Et c'est donc un homme fini et désespéré qui a usé tous ses trucs, qui se tire une balle dans la tempe après avoir empoisonné sa maîtresse.